Papy, 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 t'es où, papy? T'es où, papy? Oh, Kevin, qu'est-ce que tu veux? Non, attends, ne dis rien, je sais. Car aujourd'hui, c'est moi, le grand-père. Et je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Tiens. On va vertir, c'est original. Mais papy, je m'en fous de tes bonbons dégueulasses. Tu veux jouer au ballon avec moi? Je ne peux pas, Kevin. Je suis sur le point de découvrir la vérité. Sais-tu qu'il y avait un autre tireur le jour de l'assassinat de JFK? JF quoi? Regarde, Kevin, regarde attentivement cette photo. Tu vois cette femme avec les lunettes de soleil? Tu ne trouves pas ça étrange? Qu'elle porte des lunettes en plein mois de novembre? J'en sais rien, papy. Mais tu sais, ça n'intéresse personne, tout ça. Écoute, mon petit Kevin. Un jour plus tard, tu comprendras. Mais en attendant, il faut que tu saches une chose. Ils nous mentent tous! Ils nous mentent tous! Et salut les sceptiques des étoiles. Aujourd'hui, nous allons parler de la théorie du complot la plus importante, la plus documentée, la plus structurée du XXe siècle. Rien de moins. L'assassinat de JFK a sans doute fait couler autant d'encre que les attentats du 11 septembre 2001. Et c'est en tout cas ce second événement qui a relégué JFK au second plan ces dernières années. Et pourtant, je suis sûr que chacun d'entre vous en a entendu parler. Je ne pouvais pas passer à côté de ce sujet, alors pour vous, je me suis plongé dans des milliers de pages de documents, de livres, des dizaines de vidéos, et j'ai essayé de regrouper tout ce travail dans 2 vidéos successives. La première partie, celle d'aujourd'hui, commencera par faire un rappel des faits sur l'assassinat de Kennedy, les différentes théories du complot et les différentes enquêtes qui ont été menées sur cet assassinat. Ensuite, dans une deuxième vidéo, se trouvera un débunkage de tous les arguments faux ou non pertinents sur ce sujet et pour finir, un condensé des preuves principales. Après avoir visionné ces vidéos, vous connaîtrez donc tous les tenants et les aboutissants de cette affaire, les principaux arguments, et vous pourrez donc vous faire votre propre idée. Alors, de quoi allons-nous parler? Comme tout le monde le sait, John Fitzgerald Kennedy, 35e président des États-Unis, démocrate, fut assassiné le 22 novembre 1963, il y a 60 ans, à bord de sa limousine à Dallas, Texas. Boston, Texas. L'enquête de la commission Warren, dont les conclusions ont été rendues publiques en septembre 1964, a conclu que c'était un homme seul, Lee Harvey Oswald, qui avait commis l'assassinat. Pourtant, de nombreuses critiques, de nombreux auteurs contesteront cette version de l'histoire, et plusieurs enquêtes seront effectuées ensuite au cours des 30 années qui suivent. Mais pour bien situer cette triste histoire, commençons par retourner dans le passé, si vous le voulez bien. Commençons par retourner dans les années 60. Les années 60. Les Beatles, les Rolling Stones, Marilyn Monroe, James Bond, les mini-jupes et le premier homme dans l'espace. Mais c'est aussi la guerre froide entre les USA et l'URSS. Les chefs d'État en compétition s'appellent John Fitzgerald Kennedy et Nikita Khrouchtchev. Le mur de Berlin est construit en 1961. Symbolisant la séparation entre le monde communiste et le monde libre. En Chine, Mao Tse-tung dirige son peuple d'une main de fer, tout comme Fidel Castro à Cuba. En France, le général de Gaulle vient de créer avec Michel Debré la 5e République, dont il est le président. En Indochine, devenue Vietnam depuis la défaite française de Dien Bien Phu en 1954, la tension monte entre le Nord et le Sud, attisée par les 2 géants des 2 blocs. En octobre 1962, la crise des missiles de Cuba mène le monde à la limite de la guerre mondiale. Et pourtant, un homme politique libéral, jeune et humaniste est porteur de nombreux espoirs. Le nouveau président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy. John Fitzgerald Kennedy est né à Boston en mai 1917, fils de Rose Fitzgerald et de Joe Kennedy, un homme d'affaires ayant fait fortune à Wall Street. JFK est catholique démocrate et il épouse Jacqueline Bouvier en 1953, dit Jackie Kennedy.
Il est élu en novembre 1960 en battant le républicain Richard Nixon et devient le 35e président des États-Unis. Il nomme son frère Robert Kennedy, dit Bobby Kennedy, comme ministre de la Justice, et son vice-président est le Texan Lyndon Johnson. Sa présidence est marquée par plusieurs événements notables. Avril 1961, une tentative de complot de la CIA avec le débarquement d'exilés cubains dans la baie des Cochons à Cuba pour renverser Castro, mais qui se solde par un cuisant échec. Juin 1961, une rencontre avec Nikita Khrouchtchev à Vienne, la rencontre des deux cas. Octobre 1962, crise des missiles de Cuba, on a frôlé la Troisième Guerre mondiale. Juin 1963, son fameux discours à Berlin. Ich bin ein Berliner. Et bien sûr, malheureusement, son terrible assassinat en novembre 1963. 22 novembre 1963. Le président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, est en tournée au Texas. C'est un voyage politique de 2 jours en prévision des élections présidentielles de l'année prochaine, dans un État conservateur, où la population est plus proche des républicains de Nixon que des démocrates de Kennedy. Après San Antonio et Houston la veille, c'est à Dallas que se rend Kennedy en ce vendredi 22 novembre, après avoir passé la nuit à Fort Worth. L'avion présidentiel Air Force One se pose sur l'aéroport Love Field de Dallas vers 11h30 du matin. Au programme, la traversée de la ville de Dallas en cortège automobile pour se rendre à un déjeuner à la chambre de commerce où Kennedy doit prononcer un discours. Pour ce voyage, le président Kennedy est accompagné par sa femme Jacqueline. Voici comment se compose le cortège présidentiel. Une voiture de tête pour ouvrir la route dans laquelle a pris place le chef de la police de Dallas, Jesse Curry. Puis vient la voiture présidentielle, une décapotable dans laquelle ont pris place, à l'avant, le chauffeur Bill Greer et un garde du corps du président Roy Kellerman. Sur la rangée de strapontins du milieu sont assis le gouverneur du Texas John Connally et sa femme. Et enfin, sur les sièges arrière sont assis le président Kennedy et sa femme. Viennent ensuite un véhicule des gardes du corps du président, qu'on appelle aux États-Unis le Secret Service, puis la voiture du président Lyndon Johnson, puis un autre véhicule de garde du corps, des voitures de personnalités politiques et en bout de cortège le bus transportant les journalistes. À 12h30, le cortège arrive à la fin de sa traversée de Dallas, à la sortie de la ville par l'ouest, quittant Main Street pour tourner à droite dans Houston Street, puis tout de suite à gauche dans Elm Street, à Dealey Plaza. À cet endroit, la foule commence à se réduire. Le cortège passe devant un dépôt de livres scolaires. Le cortège approche du pont de chemin de fer. Dans 2 minutes, le président sera au Trade Mart, là où il doit tranquillement déjeuner. Mais l'histoire en décidera autrement pour lui. Brusquement, des coups de feu sont tirés, surprenant tout le monde au point que plusieurs personnes penseront d'abord à une pétarade venant d'une moto. Le président Kennedy et le gouverneur Connally sont touchés. Au début, Jackie, qui regarde de l'autre côté, ne se rend pas compte du drame qui se joue. Quelques secondes qui durent des heures où les esprits ne comprennent pas ce qui se passe. Et soudain, un autre coup de feu. Kennedy reçoit une balle en pleine tête. Cette fois, les gens ont compris ce qui se passe, et c'est la panique générale. Un agent du Secret Service, Clint Hill, se jette sur la voiture du président et touche la main de Jackie Kennedy qui panique. Puis, c'est la course. Comprenant la situation, le chauffeur Bill Greer fonce vers l'hôpital Parkland. Jacqueline a pris son mari dans ses bras. Il respire encore, mais il est déjà à l'article de la mort. À l'hôpital Parkland, le président est emmené sur une civière vers la salle des urgences numéro 1. Le gouverneur Connally est blessé lui aussi. Et une autre équipe de médecins va s'occuper de lui. Malgré tous leurs efforts, dont une trachéotomie faite par le docteur Perry, les médecins ne peuvent plus rien pour le président. It was obvious initially that he had a severe lethal wound. Arriving at the emergency room, Dr. Carrico had placed a tube in the president's trachea to assist his breathing, but there was a neck wound anteriorly and a large wound of his head in the right posterior area. À 13h pile, Kennedy est déclaré mort. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Rapidement, comme le veut la loi américaine, le vice-président Lyndon Johnson s'envole vers Washington et prête serment pour devenir le nouveau président des États-Unis. Pendant ce temps-là, à Dallas, la police s'active pour trouver le coupable. Des témoins ont entendu les coups de feu venant du dépôt de livres scolaires, un grand bâtiment situé à côté du lieu du drame. La police cherche à l'intérieur et trouve 3 douilles puis un fusil vers 13h22 au 5e étage. Un autre policier, Tippit, patrouille dans le secteur d'Oak Cliff.
À 12h55, il tient sa dernière conversation avec le central. Puis son attention est attirée par le comportement étrange d'un homme sur 10th Street, correspondant au signalement du tireur recherché. À 13h14, Tippit s'arrête au niveau de cet homme, lui dit quelques mots, puis sort de sa voiture. Mais l'homme lui tire dessus à bout portant avec un revolver devant témoin, puis s'enfuit. Un peu plus loin, dans la grande rue commerçante Jefferson Boulevard, un marchand de chaussures, Johnny Calvin Brewer, est intrigué par le comportement suspect d'un homme qui se cache devant son magasin. Il décide alors de le suivre. Il voit cet individu suspect rentrer dans un cinéma un peu plus loin, le Texas Theater, sans payer de ticket. Brewer vient alors en parler à la guichetière Julia Postal, qui appelle la police. Les policiers, apprenant que le suspect du meurtre de leur collègue est rentré dans un cinéma, dépêchent de nombreuses voitures de police. À 13h50, ils rentrent dans le cinéma en nombre et se dirigent vers le suspect, assis à l'un des sièges. Celui-ci se lève alors brusquement, donne un coup de poing au policier Nick McDonald qui arrive vers lui, puis essaye de lui tirer dessus avec son revolver. Heureusement, l'arme s'enraye, le coup ne part pas, et le suspect est enfin maîtrisé. Il est alors inculpé, en premier lieu pour le meurtre du policier Tippit. Son nom, Lee Harvey Oswald. Né en 1930 à la Nouvelle-Orléans, Lee Harvey Oswald est élevé par sa mère seule suite à la mort de son père d'une crise cardiaque. Il a 2 frères, sa famille est pauvre, déménage souvent, il devient un enfant perturbé, violent, en échec scolaire et suivi par un psychiatre. Il s'intéresse alors logiquement dans son adolescence au marxisme et lit des livres communistes. Sans diplôme, il rejoint l'armée américaine, les Marines, à l'âge de 17 ans, où il est formé au contrôle radar et où il apprend le russe par intérêt personnel pour cette culture et pour l'idéologie communiste. Puis, à l'âge de 20 ans, il se décide carrément à partir vivre en URSS car ce pays le fascine. Il travaille dans une usine à Minsk et se marie avec une femme russe, Marina. Cependant, rapidement déçu par le communisme soviétique et regrettant son confort occidental, il décide de retourner aux États-Unis finalement et de s'installer à Dallas avec sa femme et sa fille en 1962. Lee Harvey Oswald est donc arrêté au cinéma Texas Theater. Il sera d'abord accusé du meurtre du policier Tippit, puis accusé peu après de celui de Kennedy. Il est inculpé pour les 2 meurtres, mais il nie tout. Il prétend n'avoir tué personne, même pas le policier, qu'il a tué pourtant en pleine rue, en plein jour et devant témoins. Il reste en garde à vue dans l'immeuble de la police de Dallas, prison de la ville, et il sera interrogé jusqu'au dimanche matin, le 24 novembre. Ce matin-là, alors qu'il est dans les sous-sols en cours de transfert vers la prison du comté, il est abattu, en direct à la télévision par un homme qui s'approche de lui avec un pistolet. Lee Harvey Oswald reçoit une balle dans le ventre et meurt des suites de ses blessures. Le lundi 25 novembre 1963, tandis qu'Oswald est enterré à Fort Worth, John Kennedy est enterré à Washington, devant de nombreuses personnes dont de nombreux chefs d'État étrangers. Sa femme, Jacqueline, vêtue de noir et soutenue par Robert Kennedy, est accompagnée de ses 2 enfants, Caroline et John Jr. John Jr. qui fera d'ailleurs le salut militaire devant le cercueil de son père. L'image du jeune garçon, très émouvante, a fait le tour du monde. Et pendant ce temps-là, l'auteur du meurtre de Oswald, un certain Jack Ruby, est interrogé pour ce meurtre. Jack Ruby, de son vrai nom Jacob Rubenstein, naît à Chicago en 1911 dans une famille juive d'origine polonaise. Il connaît une enfance difficile, sa mère meurt en hôpital psychiatrique quand il est enfant. Il intègre un foyer pour enfants difficiles, puis il est recruté très jeune par un gang de malfrats de Chicago. Il finit ensuite par gérer des boîtes de striptease. C'est encore sa principale activité en 1963 lors de l'assassinat de Kennedy. Il gère notamment le Carousel Club. Il faut noter aussi que Jack Ruby avait de graves troubles psy. Il avait 10 chiens, dont une chienne Sheba qu'il appelait sa femme, et les 9 autres qu'il appelait ses enfants. Il était très attristé de la mort de Kennedy, au point de dire à sa sœur le soir de l'assassinat que cela l'avait encore plus attristé que la mort de ses propres parents. Le matin du 24 novembre, Jack Ruby, fou de chagrin, cherche à tuer Oswald. On sait de sources sûres qu'il se rend d'abord au bureau Western Union, où il attend derrière un autre client, puis il se rend au poste de police de Dallas, rentre dans un sous-sol par Main Street, et arrive par chance pile au moment où Oswald est emmené. 10 secondes plus tard, et il le loupait. Comprenez bien, s'il y avait eu 2 clients au lieu d'un au Western Union,
il loupait Oswald. Si Oswald n'avait pas demandé à enfiler un pull avant de sortir, il le loupait aussi. Un coup du sort qui ne penche pas vraiment en faveur du complot. Un tueur à gages ne se pointe pas seulement 10 secondes à l'avance à l'endroit où il doit commettre son meurtre, avec le risque de le rater. Mais bien entendu, Jack Ruby est sans doute l'élément qui conforte le plus les gens dans l'idée que l'assassinat de JFK serait un complot. Je veux dire que l'assassin tué par un autre assassin, c'est quand même quelque chose de troublant, et c'est tout à fait normal d'avoir des doutes par rapport à ça. Il faut cependant savoir que Jack Ruby a toujours affirmé avoir agi seul, et les enquêtes menées par la suite n'ont jamais pu établir un lien entre lui et Oswald. Et même au moment de sa mort d'un cancer en prison en 1967, Jack Ruby s'est confié à son frère et à son rabbin en insistant encore sur le fait qu'il ne connaissait pas Oswald et qu'il ne faisait pas partie d'un complot. Quoi qu'il en soit, tous ces faits étant rappelés, il est important maintenant de se pencher sur ce qu'il convient d'appeler la version officielle, on va dire, le rapport de la commission Warren. Dans cette partie, je vais vous expliquer quelle est la version qu'on peut appeler officielle de la commission Warren, la première enquête qu'il y a eu sur l'assassinat de JFK en 1963-1964. La commission d'enquête est la commission qui a été créée rapidement pour enquêter sur l'assassinat de JFK. Au début, c'était la police de Dallas, bien entendu, qui s'occupait de cette affaire d'assassinat, mais ensuite, pour satisfaire l'opinion publique, qui attendait bien entendu plus qu'une simple enquête policière, le nouveau président, Lyndon Johnson, a donc confié à Earl Warren, juge suprême des États-Unis, juge suprême donc de la Cour suprême, c'est un des 9 juges de la Cour suprême, il lui a chargé en fait de diriger cette commission d'enquête. Et sous la direction donc de ce juge, dans la commission d'enquête, on trouve des représentants des deux camps politiques principaux des États-Unis, démocrates et républicains. Cette commission est donc créée très rapidement, le 29 novembre 1963, et elle comporte les membres suivants. Earl Warren, juge suprême et président de la commission, Gerald Ford, représentant républicain, Hale Boggs, représentant démocrate, John Sherman Cooper, sénateur républicain, Richard Russell, sénateur démocrate, John McCloy, un juriste qui avait soutenu Kennedy pour une loi de contrôle des armes à feu, Allen Dulles, ancien directeur de la CIA de 1953 à 1961, et puis James Lee Rankin, un avocat renommé. Et Lyndon Johnson n'était pas tendre avec eux. Il leur donne seulement 1 an pour rendre les conclusions dans un rapport, avant les prochaines élections présidentielles qui se trouvent être en novembre 1964. Alors évidemment, c'est pas eux qui vont enquêter sur le terrain avec leur petite mimine de bureaucrates, ils vont s'appuyer principalement sur le travail des agents du FBI et aussi un petit peu de la CIA. Mais ils ont le droit aussi, ils ont beaucoup de pouvoir, ils ont le droit aussi d'interroger eux-mêmes des témoins, qui peuvent voir dans les rapports du FBI par exemple, ils vont pouvoir choisir d'interroger eux-mêmes les témoins, de se déplacer eux-mêmes sur les lieux, ils s'interrogent tout un tas de gens. Et cette première enquête officielle a été titanesque, mine de rien, avec des reconstitutions sur le terrain, notamment des interventions de tas d'experts, et puis plus de 25 000 interrogatoires quand même. Et en plus de ça, la commission rend sa copie dans les temps. En septembre 1964, le fameux rapport sort, et il est rendu public. Les conclusions de ce rapport sont les suivantes. JFK a été tué par Lee Harvey Oswald, seul et sans complice. Il a tiré 3 fois, du haut du 5e étage du dépôt de livres scolaires situé derrière Kennedy. Une balle a d'abord manqué le président, une balle lui a touché le cou et blessé le gouverneur Connally devant lui, et la dernière l'a atteint à la tête. Jack Ruby a aussi agi seul, sans complice, et lui et Oswald ne se connaissaient pas. Des conclusions bien sûr assez décevantes, parce qu'on s'entendait à quelque chose de plus... Et en outre, la commission Warren a reconstitué aussi le parcours d'Oswald. Insatisfait de sa vie, en froid avec sa femme Marina Prusakova, dégoûté successivement du capitalisme, puis du socialisme, incapable de trouver un emploi stable, Oswald aurait petit à petit transformé sa frustration en envie de violence et de vengeance envers le système. Le 10 avril 1963, quelques mois avant l'assassinat de Kennedy, il aurait ainsi commis une tentative de meurtre contre le général Edwin Walker à Dallas, en tirant avec le même fusil au travers de la vitre de sa maison. Cependant, le châssis de la fenêtre a dévié la balle, sauvant ainsi le général. Ensuite, Oswald aurait cherché à rejoindre Cuba,
car il admirait Fidel Castro. Mais malgré ses démarches à l'ambassade cubaine et russe à Mexico en septembre 1963, il n'y parvient pas. Il retourne alors à Dallas et trouve un travail de manutentionnaire dans un dépôt de livres scolaires, le Texas School Book Depository, en octobre 1963. Mais il n'habite pas avec sa femme. Il habite la semaine dans une chambre louée au 1026 N. Beckley Avenue, dans le quartier d'Oak Cliff, alors que sa femme vit chez Ruth Payne, une américaine qui essaye d'apprendre le russe. Oswald rentrait tous les vendredis soirs dans la voiture de son collègue Bull Frazier, qui habitait à côté de chez Ruth Payne et Marina. Et tous les lundis matins, Bull Frazier l'emmenait avec lui au dépôt de livres scolaires pour le travail. Mais cette routine changea un jour. Le jeudi 21 novembre 1963. Oui, la veille de l'assassinat de Kennedy. D'un coup, Oswald n'a pas fait les choses comme d'habitude. Ce soir-là, il demanda à Frazier de le ramener, alors que d'habitude, il lui demandait plutôt de le ramener le vendredi soir. Selon lui, c'était pour aller chercher des tringles à rideaux pour sa chambre de location. Mais, vous vous en doutez bien, il ne prendra pas de tringles à rideaux. Il prend en réalité son fusil qu'il avait laissé là-bas. Un fusil italien, Mannlicher Carcano, de numéro de série C2766 qu'il avait acheté par correspondance à la société Klein en mars 1963. Ce colis avait été expédié à un certain A. Idle, qui était un pseudonyme en réalité couramment utilisé par Oswald. Il cache donc ce fusil dans un long paquet marron qu'il prétend donc être des tringles à rideaux, et le vendredi matin, quand il repart au travail avec la voiture de son ami Bull Frazier, il met ce long paquet marron à l'arrière de la voiture. Et il faut dire que c'est un jour particulier pour les employés du dépôt de livres scolaires, qui ont appris quelques jours auparavant que le cortège présidentiel du président Kennedy passerait sous leurs fenêtres. Oswald aurait ainsi gagné le dernier étage du dépôt de livres scolaires, au moment où tous ses collègues allaient tout simplement à la fenêtre ou à l'entrée de la porte du dépôt de livres pour pouvoir regarder passer le cortège présidentiel. De là-haut, Oswald tire alors 3 balles, une balle qui rate sa cible et qui ricoche sur un passant un peu plus loin qui s'appelle James Tagg, un deuxième tir qui va traverser le bas du cou de Kennedy et se loger ensuite dans la jambe du gouverneur Connally à l'avant, et puis une troisième balle, celle qui vient traverser le cerveau de Kennedy de part en part. Oswald cache ensuite son fusil derrière une pile de cartons, puis ensuite il descend à toute vitesse dans les étages inférieurs. Là, il est arrêté par un policier, Marion Baker, qui trouve son comportement suspect. Cependant, à ce moment-là, le directeur du dépôt, Roy Trulley, passe par là et il informe le policier Marion Baker que, en fait, Oswald c'est un employé du dépôt de livres, et donc qu'a priori il est pas suspect. Donc du coup, le policier laisse Oswald partir. Et Oswald, à ce moment-là, est le seul de tous les employés du dépôt de livres scolaires à s'enfuir de son lieu de travail et à repartir plus loin. Plus exactement, il marche vers l'est pour aller chercher un bus. Il monte dans le bus, seulement avec tous les bouchons, toute cette histoire, les barrages, etc., le bus ne peut plus avancer. Et donc le chauffeur de bus, Cecil McWatters, lui remet ce qu'on appelait à l'époque un ticket de correspondance. Et du coup, Oswald sort du bus et il va essayer ensuite de prendre un taxi. Et ce taxi, conduit par un certain William Whaley, le ramène là où il habite, à Oak Cliff. Quand il rentre, sa logeuse, Earlene Roberts, l'entend. Elle lui dit quelques mots, mais apparemment il ne l'entend pas, ou en tout cas il ne lui répond pas. Là, chez lui, Oswald change d'habit, il récupère son revolver, et il ressort dans la rue vers 13h. Il est alors aperçu par le policier Tippit, qui trouve sa démarche suspecte. Mais lorsque celui-ci sort de la voiture pour l'interroger, Oswald sort son revolver et tue le policier, à bout portant, devant témoins, en plein jour. Ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, son comportement attire l'attention de ce marchand, Monsieur Brewer, qui trouve son comportement suspect, qui le suit jusqu'au Texas Theater, il prévient la guichetière, qui prévient la police arrive, et ils arrivent en nombre, évidemment, pour arrêter celui qui, a priori, est responsable de la mort de leur collègue. Et Oswald est ainsi arrêté à 13h50. Cependant, cette version officielle, vous en doutez, ne convaincra pas les nombreuses personnes qui attendaient une histoire un peu plus croustillante, une histoire de complot. Dès lors, de nombreuses théories alternatives et contradictoires se développeront au fil des années.
Les théories du complot sur JFK se sont développées avant tout dans des livres, à une époque où Internet n'existait pas. Il faut comprendre que sans Internet, toutes ces différentes théories du complot n'ont pas pu s'homogénéiser comme le font les théories du complot d'aujourd'hui. C'est-à-dire que chaque auteur, en fait, inventait sa propre petite théorie dans son coin, il en faisait un livre, et en fait, du coup, on se retrouve comme ça avec tout un panel de plein d'auteurs différents, avec plein de théories différentes et complètement contradictoires entre elles. Parce qu'en fait, chacun a imaginé son petit truc dans son coin. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que beaucoup d'instigateurs possibles du complot ont été évoqués en l'espace de quelques années. On peut compter une quinzaine de comploteurs différents environ. Vous pourrez d'ailleurs les retrouver énumérés dans le livre sarcastique « Qui n'a pas tué John Kennedy ?» de Vincent Kivy. Tout d'abord la CIA, parce que JFK avait critiqué et contesté le débarquement de la baie des Cochons à Cuba, organisé par l'agence en 1961, et que le directeur de la CIA, Allen Dulles, avait été limogé après cet échec. C'est l'hypothèse de l'auteur Fletcher Prouty dans The CIA, Vietnam and the Plot to Assassinate JFK. Le Secret Service. JFK aurait été assassiné par son propre service de sécurité, le Secret Service. C'est notamment la thèse de l'auteur David Lifton. Le KGB, il a beaucoup été accusé à l'époque évidemment, en 1963 et un an après la crise des missiles de Cuba, quand quelque chose va mal, les Américains pensent tout de suite aux Soviétiques. Fidel Castro, parce qu'il a été victime de tentatives d'assassinat des USA, donc il aurait pu vouloir se venger. Une hypothèse démentie vigoureusement par Fidel Castro. Les Cubains anticastristes, parce qu'ils en voulaient au gouvernement américain après l'échec du gouvernement de la baie des Cochons. La mafia de Chicago, parce que Kennedy gênait la mafia italo-américaine et que la justice enquêtait sur le syndicaliste ripou Jimmy Hoffa. Une hypothèse inventée par l'auteur David Chaim dans The Mafia Killed President Kennedy, également développée et relayée par Charles Harrelson, qui affirmera ensuite en 1980 en prison avoir carrément participé à l'assassinat de Kennedy. Le vice-président Lyndon Johnson, pour devenir calife à la place du calife, une hypothèse notamment défendue par le journaliste français William Raymond, dans JFK Autopsie d'un crime d'État. Et en plus, il m'a bloqué sur Twitter, comme par hasard. Le lobby du pétrole du Texas, parce que le président préparait une réforme fiscale contre eux et qu'il a été abattu au Texas, comme par hasard. L'extrême droite, parce qu'elle trouvait Kennedy trop gentil avec les soviétiques et avec Martin Luther King. Le complexe militaro-industriel, pour que JFK ne gêne pas la guerre du Vietnam. C'est l'hypothèse du film de fiction JFK de Oliver Stone, notamment. Le président sud-vietnamien, pour ne pas être abandonné par les Américains dans leur guerre contre le Nord-Vietnam. Mais vu que le président Ngozi Diem est mort 3 semaines avant Kennedy, certains pensent qu'en fait c'est Kennedy qui l'a fait assassiner d'abord. La finance. Beaucoup de financiers craignaient une potentielle réforme fiscale, trop socialiste à leur goût. C'est ce que pensent certains auteurs comme Donald Gibson et son livre Battling Wall Street. Israël, parce que bon, une théorie du complot sans Israël, quand même ça serait dommage, des théories ont émergé sur l'implication d'Israël dans l'assassinat de JFK. Mais comme le complot israélien c'était pas vraiment à la mode en 1963, cette théorie est apparue dans les années 90-2000. C'est notamment l'hypothèse de Mordechai Vanunu dans le journal arabe et anti-israélien Al-Hayat en 2004. Et puis bien sûr, les extraterrestres. Un ancien militaire du service de renseignement de la marine américaine, Milton Cooper, explique dans son livre Behold the Pale Horse que les aliens Illuminati qui contrôlent le monde ont tué JFK pour l'empêcher de dévoiler leur plan. Mais c'est bien sûr. Et pour ceux que ça intéresse, voici la liste des théoriciens du complot, qui ont proposé donc des versions alternatives à la version officielle, classées par décennies, années 60, 70, 80, 90, 2000, bon. Je l'affiche rapidement, si vous avez envie d'en apprendre plus, d'en savoir plus, vous pourrez comme ça au moins aller rechercher les références. Comme je l'ai déjà dit, la toute première enquête sur l'assassinat de JFK, c'est l'enquête qui a été faite par la commission Warren en 1964, publiée dans son rapport. Par exemple, moi j'ai son rapport ici en édition originale de 1964, alors dans sa version française de 1965, qui est une rareté. Regardez-moi ces petits bijoux, c'est absolument incroyable. Mais contrairement à une idée assez répandue, il y a eu d'autres enquêtes. Il faut bien comprendre qu'il y a eu en permanence entre 60 et 70% des Américains qui pensaient que cet assassinat était un complot. Donc, il y avait aussi certains politiques, membres du Congrès, avec le pouvoir, qui pensaient la même chose, en fait, puisque c'est dans l'imaginaire populaire de tout le monde.
des politiques comme les simples citoyens. Et donc plusieurs fois, des politiques ont ainsi décidé de créer des commissions d'enquête pour réenquêter sur l'assassinat de JFK plusieurs fois, à chaque fois en oubliant complètement les rapports de l'enquête précédente, et à chaque fois avec les mêmes conclusions qui tombaient, et puis de nouveau à chaque fois tout le monde qui oubliait et qui rouvrait une enquête quelques années après, enfin c'est assez amusant quand même. Et là on peut tout de suite noter un comportement humain fascinant. C'est que au fil du temps, les enquêtes un petit peu compliquées et tout, les rapports d'enquête, les études scientifiques, bah en fait elles s'oublient vite. Ce qui reste dans l'imaginaire collectif durablement, pour toujours, c'est la théorie du complot. C'est ça qui rentre dans la culture populaire en fait. Parce qu'elle est à la fois plus séduisante, plus stimulante comme histoire, et puis aussi parce qu'elle est peut-être plus simple à comprendre et à appréhender. Et donc, quelles ont été ces enquêtes successives? En voici un résumé. Jim Garrison et le procès de Clay Shaw, 1967. Alors vous connaissez peut-être cette enquête-là, puisque en fait c'est de celle-là dont il est question dans le film JFK d'Oliver Stone qui est sorti en 1991, et qui raconte en fait cette affaire de façon très romancée. Jim Garrison était le procureur de la Nouvelle-Orléans. Il apprend par les infos à la télé que Oswald aurait passé l'été 1963 à la Nouvelle-Orléans. À partir de là, il se dit que grâce aux moyens dont il dispose en tant que procureur, et grâce au fait que Oswald est passé dans un endroit sous sa juridiction, il va pouvoir mener sa propre enquête. Il découvre alors la vie, disons, tumultueuse de Lee Harvey Oswald pendant cet été 1963. En mai, Oswald trouve un emploi de graisseur de machines pour une entreprise, dont il est viré en juillet pour son manque de sérieux. Fin mai, il crée également une association communiste pro-Castro dont il est le président et seul membre sous le faux nom A.J. Idle. C'était le même nom que pour la commande du fusil Mannlicher Carcano. Le 5 août, il tente d'infiltrer un groupe de réfugiés cubains anticastristes. Le 9 août, alors qu'il distribue des tracts communistes, il se fait casser la gueule par le dit groupe de réfugiés cubains, qui n'ont pas trop apprécié la tromperie de Oswald. Celui-ci passera donc sa nuit en prison. Le 16 août, il distribue à nouveau des tracts communistes. Une télévision locale, la VDSU-TV, le remarque et le filme. Le 17 août, Oswald est interviewé à la radio locale. Le 21 août, il est carrément interviewé à la télé. No, sir, I'm not a communist, and I think that the red herring and so forth is rather ridiculous to toss into this conversation. Then are you a Marxist? Well, I have studied Marxist philosophy, yes, sir, and also other philosophers. But are you a Marxist? I think you did admit on an earlier radio interview that you consider yourself a Marxist. Oh, I would very definitely say that I am a Marxist. That is correct. Au cours de son enquête, le procureur Jim Garrison pense qu'il y a un lien entre Oswald, un homme d'affaires du nom de Clay Shaw, un anticastriste du nom de David Ferry, et un ancien policier du nom de Guy Bannister. Il finit donc par faire arrêter Clay Shaw en pensant qu'il pourrait être mêlé au complot. Et il lance en 1967 le fameux procès que l'on voit dans le film JFK d'Oliver Stone, et qui durera 2 ans. C'est aussi lui qui finira par obtenir cette fameuse vidéo de l'assassinat qui avait été filmée par un passant du nom de Zapruder et classifiée par le FBI. Le 1er mars 1969, le jury rend son verdict. Non coupable en raison de l'absence de preuves. Alors Clay Shaw et David Ferry ont-ils réellement rencontré Oswald à la Nouvelle-Orléans ? Ont-ils profité de sa fragilité psychologique pour l'inciter à commettre l'assassinat? On ne le saura jamais. Il n'y a aucune preuve, malheureusement, de la moindre implication de ces personnes dans l'assassinat, ni même d'un passage éventuel à Dallas. La commission Rockefeller, 1975. En 1975, après l'affaire du Watergate, des enquêtes sont relancées sur plusieurs autres affaires, dont l'affaire Kennedy. La commission Rockefeller met sur pied un comité d'experts indépendants pour réenquêter, notamment sur l'assassinat de JFK. Ils vont alors se concentrer sur la possibilité d'un lien entre la CIA et l'assassinat, vu que les services secrets font l'objet d'une forte suspicion sur tout un tas de sujets depuis le Watergate. Robert B. Olsen est chargé de diriger l'enquête. Un groupe d'experts indépendants et de médecins spécialistes analyse notamment les rapports d'autopsie, dont certains auteurs complotistes des années 70 disaient qu'il était truqué. Le but était aussi de savoir s'il était logique que la tête de Kennedy bascule vers l'arrière alors qu'il a été touché par l'arrière. La conclusion de ces 5 experts fut cependant unanime, à savoir que Kennedy avait bien été touché par 2 balles venant de l'arrière et
que rien ne permettait d'affirmer qu'une balle venait d'une autre direction. Ils expliquèrent aussi le mouvement vers l'arrière de la tête du président, en disant qu'il s'agissait en fait d'une réaction neuromusculaire au moment où le cerveau est touché, et pas de l'impact de la balle en fait. Et ils confirment ainsi les conclusions de la commission Warren, en tout cas sur ce point. Le Church Committee, 1975. Toujours dans le même élan du Watergate, une commission sénatoriale a été établie pour enquêter sur les services de renseignement aux États-Unis. Il s'appelait le Church Committee. Been a full public accounting of FBI domestic intelligence operations. Therefore, this committee has undertaken such an investigation. Composé à parité de sénateurs républicains et démocrates, ils ont beaucoup critiqué la CIA notamment et toutes ses méthodes dans le cadre de la baie des cochons et même de l'enquête sur l'assassinat de JFK, mais ils ont jamais réellement pu trouver la preuve d'une moindre conspiration. En tout cas, pas d'une conspiration qui serait en rapport avec la CIA. Le HSCA, 1976. Le House Select Committee on Assassinations, une commission d'experts indépendants, a réexaminé toutes les preuves de 1976 à 1979. Et elle est encore plus rentrée dans les détails que la commission Warren, Elle a bien pris le temps, là on prend 3 ans au lieu d'1 an, et en plus c'est avec du recul, et en plus on contacte des dizaines d'experts indépendants pour vraiment faire ça de manière bien mieux que les reconstitutions du FBI, qui en plus, on pouvait imaginer que les agents du FBI étaient pas tout à fait impartiaux ou je ne sais quoi. Là, on réunit des enquêteurs indépendants, des scientifiques indépendants, et on fait tout le travail en 3 fois plus de temps. Et vous voyez, je trouve ça vraiment dommage que personne connaisse cette enquête-là en fait, parce que pour moi c'est la plus importante. Tout le monde se concentre sur le rapport de la commission Warren, qui est pleine de zones d'ombre, qui a été établie en quelques mois comme ça, à chaud. Et forcément tu trouves des trucs à redire, tu trouves des critiques. Il y a toujours des zones d'ombre en fait dans un événement comme ça. Mais avec le HSCA, on atteint vraiment un autre niveau de scientificité, et personne n'en parle. Tout le monde s'en fout. Tout le monde a oublié cette enquête qui est la plus grande jamais effectuée sur JFK, entre 1976 et 1979. En fait, critiquer la commission Warren aujourd'hui, dans le cadre de l'assassinat de JFK, c'est exactement comme si tu critiquais, je sais pas, la théorie de la gravitation universelle de Newton, en attaquant seulement Newton, et en disant « ouais, c'est pas normal, il y a des erreurs dans les calculs et tout ». Et que tu prennes pas en compte le fait que Einstein est venu compléter cette théorie des années après. Tu parles pas du tout d'Einstein et tu critiques que Newton en prouvant que c'est faux. Bah oui, forcément tu vas prouver que c'est faux, puisqu'il s'était pas complet, en fait, à l'époque. Mais en fait, ça invalide pas l'ensemble de la théorie, il faut prendre en compte tout ce qui a été fait sur un sujet, et tu peux pas te contenter d'aller chercher seulement le premier truc qui a été fait et qui est pas parfait. Alors par contre, l'élément intéressant avec le HSCA, c'est que certains prétendent aujourd'hui que le HSCA aurait en fait invalidé les conclusions de la commission Warren. Alors est-ce vrai ? Explication. Le contexte d'abord. On est ici 15 ans après l'assassinat de JFK, juste après le Watergate, encore une fois, et pour la même raison, du coup, il y a un certain nombre de parlementaires aux États-Unis qui pensent que JFK est probablement aussi un complot, comme le Watergate, comme la baie des cochons, tout ça. Et donc, ils se disent qu'ils vont mettre en place la meilleure, la plus grande, la plus indépendante commission d'enquête jamais créée sur le sujet pour vraiment trouver le complot, pour vraiment trouver les preuves du complot. Vraiment, c'est le but du HSCA, c'est vraiment de trouver les preuves du complot, mais de manière sérieuse, quoi. Et donc, ils vont créer ce HSCA. Ça veut dire que le HSCA, il va reprendre tout du début. Les preuves médicales, les autopsies, la balistique, les reconstitutions, tout. Et voici les conclusions de ce HSCA. Celui-ci a démontré que le président Kennedy a bien été touché par 2 tirs venant de derrière lui. Oswald a tiré 3 fois, touchant au 2e et au 3e tir. Les 3 tirs venaient du 5e étage du dépôt de livres scolaires où travaillait Oswald. Les tirs avaient été faits avec le fusil Mannlicher Carcano de Oswald. Et aussi accessoirement que les photos d'Oswald avec son fusil étaient authentiques et l'autopsie médicale n'était pas falsifiée. Donc jusque-là, tout confirmait la version officielle. Mais juste avant la fin de l'enquête, est venu, se poser une couille dans le potage. L'expertise d'un enregistrement sonore d'une radio de police de mauvaise qualité, d'une radio de police qui se trouvait dans le cortège présidentiel, a été analysée par un spécialiste du son. Et celui-ci conclut à la probabilité d'un 4e tir
en plus des 3 tirs donc d'Oswald. Un 4e tir. Et ça c'est un vrai problème s'il y a 4 tirs. Parce que il a été démontré par les reconstitutions et les experts en balistique que bon, les 3 tirs dans la fenêtre de temps qu'avait Oswald, les 3 tirs, ils étaient tout à fait réalisables. Par contre, 4 tirs, c'est impossible. 4 tirs, Oswald seul n'a pas pu y arriver. Et donc, s'il y a un 4e tir, alors il y a complot. Il y a complot forcément, puisqu'il y a une 2e personne, qui dit plusieurs personnes dit complot. Alors le truc par contre, c'est que même si ce 4e tir a existé, il a servi à rien, il a touché personne, et il n'en reste aucune trace matérielle qui a été retrouvée. Rien, aucune trace, ni douille, ni témoignage, rien. Donc en gros, avec ce 4e tir, on aurait bien un complot, mais qui n'aurait servi à rien, parce qu'en fait, Oswald suffisait seul à tuer le président. Donc voilà la vraie conclusion en fait du HSCA. Mais alors me direz-vous, ah mais tu joues sur les mots, donc du coup, le HSCA a bien dit qu'il y avait complot. Alors je vous dirai, oui, c'est ce qui est écrit et qui est basé donc sur ce seul enregistrement sonore et sur ce 4e coup de feu fantôme qui n'a laissé aucune trace. Donc tout se base, vous l'aurez compris, sur ce fameux enregistrement sonore. Et qu'est-il advenu de ce fameux enregistrement sonore ? Eh bien figurez-vous qu'il a été confié à la National Academy of Science pour plus amples études, et dans les années qui ont suivi, donc en 1982, une nouvelle étude est sortie, donc par des spécialistes du son, sur ce même enregistrement sonore, qui, encore une fois, je le précise, est de mauvaise qualité, et ils en ont conclu que c'était en fait un bruit parasite, et pas un 4e coup de feu. Et cette étude très sérieuse est sortie dans le magazine scientifique Science, donc une revue à comité de lecture, un revue par un comité d'experts indépendants, etc., pour vérifier qu'ils n'ont pas fait n'importe quoi pendant leur méthodologie et tout. Vous l'aurez compris, cet élément acoustique étant réglé, cela remet en question le seul élément qui permettait de dire au HSCA qu'il y avait possiblement complot. Donc pour mettre fin à cet argument tout de suite, non, le HSCA n'a pas approuvé que l'assassinat de JFK était un complot. Je vous mets également en lien une autre analyse en anglais du problème acoustique par Dale Myers, un débunker spécialisé sur JFK et auteur du livre With Malice, qui parle en particulier du meurtre du policier Tippit par Oswald. L'ARRB. En 1994 est créé l'ARRB, Assassination Record Review Board, sous la pression du scandale provoqué par la sortie du film de fiction d'Oliver Stone, JFK. Alors oui, c'est une fiction, hein. Pour être très clair avec vous, le film JFK d'Oliver Stone, c'est pas un documentaire, c'est une fiction. Il l'a dit lui-même, d'accord ? Il y a des tas de faits qui ont été complètement romancés, complètement exagérés, il y a des témoins qui ont été carrément inventés, qui n'existent pas qui n'ont jamais existé dans l'affaire réelle. Mais voilà, toujours est-il que ça a eu un succès important ce film, du coup ça a fait un remous important dans l'opinion publique, et donc les autorités se sont senties obligées de créer encore une fois une commission d'enquête pour déclassifier notamment les documents en rapport avec JFK, qui devraient rester jusque dans les années 2030 classés confidentiels normalement, et qui ont été en fait quasiment intégralement, dans la majeure partie, déclassifiés à l'issue de cette commission d'enquête, la RRB donc. Et donc non seulement la RRB va ordonner la déclassification de tous ces documents en rapport avec l'enquête, ou en rapport avec l'enquête de la commission Warren, et également en rapport avec l'enquête du HSCA, et en plus, ils vont réauditionner tous les experts médicaux qui ont participé à ces enquêtes. Et ils vont reconfirmer les conclusions de la commission Warren. Et c'est ainsi que se terminera cette série d'enquêtes, plus de 30 ans après l'assassinat. À partir des années 2000, évidemment, le sujet sera totalement éclipsé par les attentats du 11 septembre 2001. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que chaque commission d'enquête a rendu inlassablement les mêmes conclusions à chaque fois, à savoir l'absence de complot. Et pourtant, encore une fois, on parle pas de sbires au service du gouvernement là, hein. On parle de gens qui doutaient eux-mêmes de la version officielle, au point de rouvrir des enquêtes et de tout recommencer à chaque fois à zéro pour vraiment essayer de chercher des preuves de complot. Et malgré ça, ils n'y sont jamais arrivés. Et à chaque fois, tout le monde a oublié leur travail.
Et vous voyez, c'est aussi pour ça que je suis plutôt contre l'idée d'une réouverture de l'enquête sur les attentats du 11 septembre 2001. Parce que même si la nouvelle enquête confirme l'enquête précédente, en fait, tout le monde continuera de croire que c'est un complot. Il n'y a pas de solution à ça. Les gens, ils attendent pas vraiment une enquête. Ce qu'ils attendent, c'est une enquête qui leur donne raison. Et c'est ainsi que se termine cette première vidéo sur l'assassinat de JFK. Alors là, vous vous dites sûrement, quoi, mais tu n'as pas expliqué la balle magique, quoi, mais tu n'as pas expliqué les tireurs du Grassignol, tu n'as pas expliqué l'autopsie, et la babouchka lady, alors, oh là là. Bon, rassurez-vous, on va faire le débunkage point par point des arguments dans la vidéo suivante. On va pouvoir aborder dans la deuxième vidéo le débunkage point par point des arguments, en se penchant vraiment sur les détails pour le coup, et puis faire un petit inventaire des preuves qu'on a en fait au final sous la main. Les preuves qui permettent d'accuser formellement Oswald. Allez, c'est tout pour moi, à bientôt les sceptiques des étoiles. Stupid things to fight for. I once had some.